Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le mardi 22 avril 2025, épisode 265 en direct de l'Indre. Il est midi 15, je suis Marc-Frédéric Gomez et au programme de cet épisode, on va parler de vulnérabilité, mais pas que. Faille critique dans Green Shift pour WordPress, c'est la CVE 2025-3616. Débordement de tampons critiques sur les routeurs H3C GR3000AX, la CVE 2025-3854. Escalade de privilèges dans PPPD. Sous Linux, c'est la CVE 2024-58250. Démission clé à la CISA, Bob Lord et Lorraine Zabirek quittent l'agence. Fraude cyber, l'industrie d'Asie du Sud-Est se mondialise. Les escroqueries en ligne venues de Birmanie, du Laos et Philippines se répandent en Amérique du Sud. Afrique et Pacifique, réseau mafieux, blanchiment, outils IA sur Telegram, une menace globale en expansion. Ça rapporte un peu de pognon, vous allez le voir. Faux certificat SSL pour Alibaba Cloud, défaillant chez SSL.com. Des certificats TLS ont été émis frauduleusement via une faille dans la validation DNS TXT d'SSL.com. Le groupe Akira Ransomware cible les PME avec déjà 42 millions de dollars de profit. Nouvelle version de Wireshark, la 4.4.6, correctif important pour l'analyse réseau, outil indispensable. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocessor.org. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Radio Cessort pour ne rien manquer. Dans les vulnérabilités critiques publiées ce matin, une vulnérabilité très particulière a été publiée sous la référence la CVE 2024-58250. C'est une faille qui concerne un plugin, le PassPrompt dans PPPD, au sein du projet PPP. Pour les versions antérieures à la 2.5.2, elle résulte d'une mauvaise gestion de privilèges pour le plugin PassPrompt, et cette vulnérabilité n'est pas exploitable à distance. L'impact de cette faille est évalué avec un score CVSS de 6.0 et un score d'exploitabilité de 2.5. Aucun produit ou éditeur affecté n'a été spécifiquement identifié à ce jour. Le correctif de la vulne est disponible via le dépôt officiel du projet PPP. Il est intégré dans la mise à jour passant vers la version 2.5.1 à la version 2.5.2. C'est surprenant de voir que dans les mises à jour, c'est pour ça que j'ai retenu cette vulnérabilité critique, parce qu'elle n'est qu'en CVSS qu'à 6, donc pour moi c'est pas du critique, mais ça touche le dial-up, donc tout ce qui base à partir de modem. C'est assez surprenant, je pense qu'on a perdu la moitié de l'auditoria sur ce type de technologie qui utilise encore du PPPD. Ça arrive, mais c'est plus du tout fréquent. Moi, j'ai connu ça sur le monde des BBS pour faire de l'échange de messagerie, par exemple, ou sur les premières machines Linux dans les années fin des années 90. La seconde vulnérabilité, la CVE 2025-3854, qui a été publiée aujourd'hui, elle concerne les routeurs H3C GR3000AX jusqu'à la version V100R006. Cette faille critique affecte le gestionnaire HTTP Post, en particulier les fonctions Enable IPv6, Update One mode multi et Update IPv6 params. La manipulation de l'argument param entraîne un dépassement de tampon. L'attaque doit être initiée depuis le réseau local, donc on ne peut pas le faire de l'extérieur. Mais si vous avez un insider, ça peut être un peu plus compliqué, ou quelqu'un qui a déjà la main sur une autre machine. Il y a un code d'exploitation qui a été rendu public. D'autres fonctions pourraient également être concernées. Alors le score d'impact, il est de 5.9 avec un score d'exploitabilité de 2.1. Il y a des ressources supplémentaires qui sont disponibles, en particulier sur GitHub et sur vulndb.com. Je vous mets les liens dans la description de l'épisode sur le site web de Radio Cessort. Et enfin, pour finir sur les vulnérabilités critiques de la journée, la vulnérabilité, la CVE 2025-3616 qui a été publiée, elle affecte le plugin Green Shift Animation and Patch Builder Blocks pour WordPress dans la version 11.4 à 11.4.5. La faille résulte d'une absence de validation des types de fichiers dans la fonction GSPB Make Proxy API Request, permettant à des attaquants authentifiés disposant d'un accès de niveau subscriber ou supérieur de téléverser des fichiers arbitraires sur le serveur du site concerné avec un risque potentiel d'exécution de code à distance. Le score d'impact, il est de 5.9 avec un score d'exploitabilité de 2.8. C'est une vulnérabilité qui est exploitable à distance. Donc, le téléversement arbitraire des fichiers a été corrigé dans la version 11.4.5. Un contrôle supplémentaire des capacités a été introduit en version 11.4.6 pour résoudre les téléversements non autorisés. Il y a des ressources techniques qui existent, je vous les mets dans les liens aussi. Bref, si vous utilisez ce plugin sous WordPress, on ne réfléchit pas, on patch.
L'information est tombée ce matin de The Record. Il nous informe que 2 hauts responsables de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, la fameuse CISA, ont annoncé leur démission. Bob Lord, conseiller technique principal depuis 2022, a déclaré avoir pris la décision difficile de quitter l'agence. Peu après, Lauren Zabierek, conseillère principale, a également annoncé sa démission. Aucun des deux n'a précisé ses projets futurs. Ces départs s'inscrivent dans un contexte de réduction de personnel au sein de la CISA, où jusqu'à 1300 employés, soit environ la moitié des effectifs permanents, pourraient être licenciés. Et en plus des 40% de contractuels qu'ils ont déjà mis à la lourde. Le département de la sécurité intérieure avait récemment proposé des indemnités de départ aux employés en quittant volontairement l'agence avant le 14 avril, sans que la participation de Lord ou de Zabierek à cette initiative ne soit confirmée. Bref, il faut savoir que ce sont des personnes vraiment importantes et qui ont une vision de la cybersécurité assez impressionnante. Ce sont des gens qui sont matures. Bob Lord, il a occupé des fonctions de sécurité chez Yahoo, Twitter et au sein du Comité national démocrate. Ça sent quand même un petit peu le règlement de compte. Lauren Zabierek a été directrice exécutive du Cyber Project à la Harvard Kennedy School avant de rejoindre la CISA. Tous deux ont participé activement à l'initiative Secure by Design de la CISA, visant à inciter les entreprises technologiques à concevoir des produits sécurisés dès l'origine. La directrice exécutive par intérim de la CISA, Bridget Bean, a confirmé que l'agence restait concentrée sur l'amélioration de la cybersécurité nationale en collaboration avec les secteurs publics et privés. Une autre information qui m'a un peu étonné ce matin, c'est l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime qui a alerté sur un point d'inflexion critique dans la lutte contre la fraude cyber en Asie du Sud-Est, qui prend désormais une ampleur mondiale malgré les récentes opérations menées par la Chine et la Thaïlande. Contre les centres de fraude en Birmanie, les groupes criminels organisés derrière ces activités se professionnalisent et renforcent leurs liens avec d'autres régions et acteurs illicites à travers le monde. En février, les autorités thaïlandaises ont coupé l'alimentation électrique de plusieurs zones frontalières de la Birmanie où sont implémentés de grands bâtiments abritant des travailleurs souvent victimes de trafic humain, contraints à mener des escroqueries, ce qu'on appelle du pig butchering. Ce type de fraude, ça implique de gagner la confiance des victimes sur une longue période avant de les inciter à investir dans des crypto-monnaies ou d'autres actifs fictifs. Plus tard, ce même mois, des groupes armés ont libéré plus de 7000 personnes de ces centres sous la pression croissante de la Chine. Vous vous rendez compte, 7000 personnes. Des opérations similaires ont eu lieu aux Philippines, au Laos. Toutefois, selon le rapport de l'ONEDC, les groupes criminels continuent de diversifier leur activité et de renforcer leur réseau de blanchiment d'argent. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est que les syndicats criminels asiatiques ont mis en place des partenariats bancaires clandestins avec des cartels sud-américains du trafic de drogue et ont établi des centres d'escroquerie, notamment au Pérou. En Afrique, des descentes ont lieu depuis début 2024, notamment au Nigeria, en Zambie, en Angola et en Namibie, impliquant l'arrestation de ressortissants chinois. Les îles du Pacifique sont également concernées avec la construction d'infrastructures telles que des casinos, des complexes touristiques et l'utilisation de programmes d'acquisition de citoyenneté, notamment au Vanuatu, pour éviter des extraditions. Il faut savoir qu'en 2023, plus de 37 milliards de dollars ont été perdus en Asie de l'Est et du Sud-Est à cause des fraudes cyber, tandis que les victimes américaines de fraudes de type Big Butchering ont déclaré des pertes de 4,4 milliards de dollars. Plus de 200 000 personnes auraient été victimes de trafic vers ces centres, et bien que des participants volontaires soient de plus en plus observés. Les plateformes numériques utilisées par les fraudeurs fonctionnent principalement via Telegram et proposent des services de blanchiment d'argent, des outils de fraude basés sur l'intelligence artificielle et des faux passeports. Il faut voir que la plateforme Yuan Guarantee, avec plus de 970 000 utilisateurs et des milliers de vendeurs, reste centrale malgré la perte de sa licence bancaire au Cambodge. Elle a récemment lancé une application de trading, une plateforme de jeu d'argent et une crypto-monnaie stable adossée au dollar américain. C'est passionnant, c'est à lire, c'est de la fraude, on l'utilise la cyber. Moi, quand je vois tous les jours dans le journal qu'on cherche 40 milliards, il y a peut-être plus simple. GB Hacker nous informe que des chercheurs ont révélé une vulnérabilité critique dans le processus de validation de domaine de l'autorité de certification SSL.com, ayant permis l'émission frauduleuse de certificats TLS pour des domaines sensibles, notamment Aliyun.com d'Alibaba Cloud. SSL.com a révoqué 11 certificats émis de manière incorrecte. La faille résidait dans la méthode de validation. C'est email to DNS TXT contact. Les attaquants pouvaient créer un enregistrement DNS TXT sur un sous-domaine contenant une adresse email d'un domaine cible comme user@aliyun.com et demander un certificat pour ce sous-domaine. Le système envoyait alors un email de validation marquant à tort le domaine aliyun.com comme vérifié, ce qui permettait aux attaquants
de demander des certificats pour le domaine principal sans autorisation légitime. Vous voyez, les attaquants, ils font de la veille. Mais ils font de la veille technique, opérationnelle. Ils ne font pas de la recherche sur des sources OSINT. Ils vont prendre un process, ils vont regarder ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent le manipuler. C'est des vrais, ce qu'on a quand on parle de hacking, là on est dans des vrais hackers. Il faut voir que les certificats qui ont été révoqués incluent notamment ceux pour Allion.com, donc c'est des services web et cloud d'Alibaba, Medinet.ca, c'est un fournisseur canadien de logiciels de santé, helpgurusoft.com.eg, un support technique de chaîne logistique à Singapour, et BannerBitVictor.com, c'est de la publicité pour des jeux en ligne. Bien qu'aucune utilisation malveillante n'ait été confirmée, ces certificats auraient pu permettre des attaques par hameçonnage, l'interception de trafic HTTPS ou l'usurpation de services légitimes. Rebecca Killet de SSL.com a reconnu une erreur d'implémentation dans la logique de validation. La méthode concernée a été désactivée et les certificats ont été révoqués sous 24 heures. Un rapport complet est attendu d'ici le 2 mai 2025 et des contrôles renforcés des audits manuels ont été mis en place. On n'oublie pas que les certificats frauduleux ont été émis entre juin 2024 et mars 2025 et cet incident souligne des risques systémiques sur les processus automatisés d'émission de certificats. Ça sent un petit peu le règlement de compte avec Let's Encrypt. On voit qu'il y a des petits trucs où ça plaît pas. Alerte générale 24 heures sur 24. Le groupe de ransomware Akira a intensifié en 2024 ses attaques contre les petites et moyennes entreprises, des PME, ciblant particulièrement celles qui comptaient moins de 100 employés. Selon la plateforme Dark Atlas, ces cybercriminels ont mené des attaques par double extorsion, combinant chiffrement, des données et vol d'informations avec menace de publication si une rançon n'est pas payée. En 2024, plus de 350 entreprises ont été ciblées dans le monde, générant environ 42 millions de dollars de rançon, principalement en Amérique du Nord. Les attaques s'appuient sur l'exploitation d'identifiants compromis et la faiblesse d'identification à facteur unique. Une fois l'accès obtenu, le rançongiciel chiffre les données critiques et exige un paiement. On est dans du classique. Les secteurs les plus touchés sont l'éducation, la finance, la santé et l'industrie manufacturière, avec des cas dans le domaine de la défense. Et il faut savoir que les régions les plus rentables pour Akira sont l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Australie, où la valeur des crypto-monnaies est élevée. On a une excellente nouvelle au niveau de Wireshark. La version 4.4.6 est sortie ce week-end. L'analyseur de protocole réseau a été publié avec plusieurs corrections de bugs. Les principales corrections concernent notamment le dissecteur Ethercat, les colonnes du dialogue de conversation réinitialisées lors des captures en direct et des erreurs de compilation sous Ubuntu et Debian avec LTO activé. D'autres corrections notables incluent des conditions incorrectes dans le dissecteur BFCP, des échecs de compilation statique sur Ubuntu et la détection erronée de fichiers JPEG générés par Flutter comme paquets mal formés. Alors cette version n'introduit pas de nouveaux protocoles, mais met à jour le support de nombreux protocoles existants, comme notamment ADB, X25, BFCP, BGP, QuickC et TCP. Et TLS bien entendu. Le support des fichiers de capture 3GPP et PCAP PNG a également été mis à jour. C'est intéressant, il faut se mettre à jour sur Wireshark, c'est l'outil indispensable à avoir dans sa boîte à outils. Je vous le recommande fortement. Hyper intéressant. Installez un Windows tout vierge, mettez un Wireshark, faites passer ça par un tap et vous allez voir, c'est lunaire. Et voilà, cet épisode de Radio Cessor du mardi 22 avril 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessor au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09, ou envoyez-moi un email à radiocessor@gmail.com. Si vous voulez soutenir le passage de Radio Cessor au format vidéo, la cagnotte est ouverte sur Litchi. Le lien est en description. Merci à tous ceux qui ont participé. On est déjà à 1850 €. Respect, hein. Franchement, je suis hyper impressionné. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio Cessort. Cette semaine, je suis en congé, donc je dois travailler sur... je suis en train de me former sur une techno. Je vous raconterai tout ça, un de ces quatre. Mais j'ai pris une semaine de congé pour vraiment bosser à fond dessus, pour être dérangé. Ça va être assez sympa. Je ferai encore quelques essais en vidéo, mais je pense pas avoir beaucoup de temps d'ici la semaine prochaine. Je vous tiens au courant. Je suis en train de faire une dinguerie au niveau infra, ça m'éclate. Au revoir.